Une question de Hélène. Vous m'avez étonné en chantant les louanges de Macron sur sa proposition de reconnaissance de l'État palestinien. Pouvez-vous nous expliquer votre position? Alors, chanter les louanges, faut peut-être pas exagérer. J'ai pas fait des cantiques non plus a cappella. Faut peut-être pas exagérer non plus. Et par ailleurs, ça n'est pas une proposition puisqu'il a annoncé une décision. Voilà. Et effectivement, j'ai dit que c'est une excellente décision et que j'approuve. Voilà. Alors j'ai même vu, il y a des gens qui nous ont écrit en me demandant combien j'avais reçu de Macron. Alors là, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, j'ai reçu des valoches de Poutine. Après, j'ai reçu des valoches de Xi Jinping. Après ça, j'ai reçu des valoches de Trump quand je défendais Trump. Et maintenant que je défends Macron, j'ai reçu des valises de bifton de Macron. Bon. C'est un véritable hypermarché de maroquinerie que je vais ouvrir avec tout ce que j'ai reçu. Il faut être sérieux. Moi, je suis ce que devraient être les Français, parce que c'est leur nom. Un Français, étymologiquement, c'est un homme libre. Moi, je suis un homme libre. Et j'ai comme vertu cardinale dans ma tête d'essayer de toujours être le plus honnête et le plus conforme à la vérité. On va pas me reprocher de pas critiquer Macron. Il me semble que sur la scène politique française depuis 8 ans, je ne l'ai pas beaucoup épargné. Je suis quand même, je rappelle, celui qui dès 2017 a mis en ligne un dossier comme ça pour pousser à sa destitution. Je suis celui qui a poussé également depuis des années à ce qu'il y ait des tests sur la consommation de drogue et de psychotroques sur le président de la République. Je l'ai critiqué un nombre de fois extraordinaire. Enfin bon, d'ailleurs, à raison, parce que tout ce qu'a fait Macron est nul et contre-productif. C'est une véritable trahison du pays. Mais lorsqu'il prend une décision qui reste à confirmer, enfin maintenant je le vois mal quand même faire machine arrière compte tenu des événements qui se sont déroulés depuis le 24 juillet. C'est le 24 juillet qu'il a annoncé, il a confirmé ce qu'il avait dit au mois de mars. D'ailleurs, dans un direct récent, j'avais épinglé justement début juillet, je crois, j'avais épinglé Macron en disant qu'il avait annoncé qu'il reconnaîtrait l'État palestinien en juin. Il ne l'a pas fait. Vous pourrez retrouver. Hein. Donc justement, j'avais dit c'est le champion des fausses promesses. J'avais mélangé ça avec les promesses qu'il avait faites. Vous savez, sur le port qui devait aller de Lyon à Marseille, sur les 10 RER dans les 10 plus grandes villes de France, sur les gigacenters, enfin toutes ces promesses qui n'ont jamais été tenues. Bien. Donc je l'avais brocardé. Or voilà que il annonce le 24 juillet qu'il reconnaîtra lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre l'État palestinien au nom de la France. Alors il faut savoir qu'à l'ONU, dont le siège est à New York, sur un terrain d'ailleurs qui a une immunité juridique et diplomatique, donc ce n'est pas le territoire des États-Unis, hein, c'est un territoire sur lequel a été installée l'ONU les Américains ne peuvent pas intervenir, par exemple, avec des policiers de l'armée, sauf à ce qu'ils aient l'autorisation du secrétaire général. Donc c'est vraiment une entité à part. Il y a de tradition chaque rentrée, au mois de septembre, ce qu'on appelle l'Assemblée générale qui se réunit avec les 193 États membres. Il est assez fréquent qu'il n'y en ait pas 193 parce qu'il y a des micro-États du style Tuvalu, Kiribati ou les Tonga qui ont du mal budgétairement à financer l'envoi d'une délégation à New York parce que c'est des tout petits États très pauvres du Pacifique Sud. Mais en gros, il y a toujours à peu près 180, 185 États du monde qui sont présents à l'Assemblée générale. Et là, il y a toujours un discours pour les 180 États, donc il faut se les farcir quand même. Ça dure un mois, un et demi, je sais pas quoi. Et donc ils ont chacun droit à la parole pendant, je sais plus, 20 minutes. Et donc vous avez, ça commence par la lettre A, ça se termine. Alors la lettre A, le tout premier, ça doit être peut-être l'Albanie, ça doit être un des tout premiers. Oui, c'est avant Andorre, donc Albanie, ça doit être, je pense, l'un des tout premiers qui commence. Puis ça se termine par le Zimbabwe, je pense. Voilà. Et donc, par ordre alphabétique en anglais, vous avez les ministres des Affaires étrangères ou les chefs de gouvernement ou les chefs d'État qui viennent parler à l'Assemblée générale.
Donc c'est à ce moment-là que vous avez, vous voyez régulièrement, soit le président chinois, soit, enfin quoi qu'il soit en mauvaise santé en ce moment, semble-t-il, soit vous avez le chancelier allemand ou le ministre des Affaires étrangères allemand, vous avez, c'était Poutine, mais comme maintenant Poutine, il a son mandat d'arrêt international par la CPI, il évite de trop voyager, donc c'est peut-être Lavrov, etc. Et pour la France, Macron va pas envoyer Jean-Noël Barrot, enfin, faut l'espérer. Donc, il va pas envoyer Monsieur Bayrou. Donc, et Macron, il va y aller en personne pour parler. Et c'est à cette occasion qu'il va annoncer la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, je ne comprends pas pourquoi cet internaute est étonné. C'est qu'elle ne me connaît pas et elle ne nous connaît pas, puisque ça fait des années, déjà dès 2017, lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle, que j'ai dit qu'il fallait reconnaître la Palestine. Je le disais dès 2014. J'ai d'ailleurs, j'ai publié tout à l'heure dans les archives un communiqué que on avait fait en juillet 2014, il y a 11 ans. Donc ça fait de tout temps que j'ai dit ça. Et pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître le droit international. Parce que c'est très important. Le droit international, c'est justement la discipline qui permet d'assurer la paix entre les États. Ça a émané, c'est apparu. Le concept d'un droit international n'est pas évident. Parce que le droit, avec les punitions, l'incarcération, dans un État, ça se comprend parce que vous avez une autorité qui a le monopole de la violence. Le monopole de la violence légale et légitime, c'est l'État. Aucune autre entité dans un État n'a le droit, théoriquement, d'utiliser la violence. Et donc, c'est l'État qui a un système judiciaire, un système d'incarcération et de peine pour punir les délinquants. Mais au niveau international, ça a été le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Bon. Et donc, c'est une discipline qui a été inventée par un juriste néerlandais qui s'appelait Hugo avec un H, je crois. Hugo van Groot, c'était un néerlandais. Je ne sais pas si je parle bien le néerlandais. En tout cas, il écrivait sous le nom latinisé de Grotius, G-R-O-T-I-U-S. Je dis ça pour les étudiants qui s'intéressent à ça, et puis le grand public, parce que c'est important. Et c'est lui qui, au cours du XVIIe siècle, a commencé à inventer ce qu'on appelle le droit international. C'est-à-dire où les États acceptent de s'auto-limiter, c'est une espèce d'autodiscipline, de s'auto-limiter pour assurer la paix. Alors il y a eu, jadis, il y avait le Saint-Siège, les États de l'Église qui essayaient, par exemple dans les trêves de Dieu, le pape essayait d'imposer des trêves où là les États acceptaient, mais encore fallait-il accepter le magistère moral du Saint-Père. Là je parle au Moyen-Âge. Mais à l'époque classique, il fallait qu'il y ait des États qui acceptent de s'auto-limiter. Et notamment, un des moyens de s'auto-limiter, ce sont des traités de paix, des traités de non-agression, des traités la grande période des traités de paix, enfin les guerres qui ont émaillé tout l'âge classique depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle, se sont soldés par des traités, mais avec une recherche constante d'une entité qui puisse forcer des États rétifs, bien sûr, à accepter au nom d'une entité supérieure qui reste à définir la morale publique, le principe de la civilisation, la conscience de l'humanité, etc., eh bien, d'aboutir progressivement à sortir l'humanité de la barbarie et d'accepter des lois universellement acceptées. Voilà, ça s'appelle le droit international public qui doit s'appliquer. Alors, le droit international, il existe. Et si vous prenez donc ce communiqué du 10, je crois, juillet 2014, que j'ai remis sur Twitter, mais vous le trouverez en allant sur notre site internet, où ça portait déjà sur Gaza, je dressais la liste d'un très grand nombre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, normalement, ont force de loi au regard du droit international, qui s'appliquent à Israël et qu'Israël a refusé depuis 1967, depuis la fameuse résolution 242 à l'issue de la guerre des 6 jours, que Israël refuse d'appliquer. Donc Israël est un État qui refuse d'appliquer le droit international. Et s'il n'y avait pas les États-Unis d'Amérique pour constamment utiliser leur droit de veto, ça fait belle lurette qu'Israël aurait été éjecté des Nations Unies par une coalition d'un nombre considérable d'États. Personnellement, je considère qu'il faut qu'Israël reste dans le concert des nations
Et je considère qu'il faut donc... Il n'y a pas d'autre solution autre que de respecter le droit international. Donc je ne comprends pas très bien que quelqu'un s'étonne de ça. J'ai déjà eu l'occasion, d'ailleurs, le 10 ou 12 octobre 2023, quelques jours après les attentats du 7 octobre 2023, qui sont à l'origine de la crise à Gaza, j'ai eu l'occasion, je vous y renvoie, j'ai fait une longue vidéo pour expliquer quelle était notre position, toujours la même, le respect du droit. Or, le droit international accepté par l'écrasante majorité des pays du monde, en fait, ça compte quand même, hein. L'écrasante majorité des pays du monde considère qu'il faut régler ce problème avec une solution à deux États, l'État israélien, l'État palestinien, et une même capitale, Jérusalem, qui serait la capitale des deux États. C'est ce que j'ai repris d'ailleurs à mon compte, notamment dans cette vidéo de 2023, du 12 octobre 2023. Ce que je n'ai cessé de dire, il faut que la France, qui a reconnu la création de l'État d'Israël dès sa création, donc en 1948 évidemment, continue à reconnaître et à protéger l'État d'Israël si d'aventure son existence était menacée. Mais il faut que la France reconnaisse l'État palestinien. Lequel État palestinien, d'ailleurs, n'a pas été créé en 1948 en termes de droit. Il a été créé en 1988 par une réunion de l'OLP, des députés de l'OLP, en exil à Alger. C'était en mois de novembre, octobre ou novembre 1988. Voilà. Or, depuis 1988, on a expliqué... Alors, lorsque ça s'est créé, lorsqu'il y a eu la proclamation de l'indépendance et de la création de l'État palestinien, avec Yasser Arafat qui était à l'époque à la tête de ce truc, ça a été reconnu aussitôt par une série de pays, à commencer par l'Algérie qui était le pays hôte, mais à continuer par toute une série de pays qui étaient majoritairement des pays du monde arabe. Et puis ensuite, au cours des décennies qui ont suivi, les années 90, les années 2000, les années 2010, eh bien, il y a de plus en plus d'États qui ont reconnu l'État palestinien. De telle sorte qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 193 États membres des Nations Unies, aujourd'hui, il y a 147 États sur 193 qui reconnaissent l'État palestinien, reconnaissent en termes diplomatiques, qui lui reconnaissent une existence. Alors c'est à tel point d'ailleurs que désormais la Palestine n'est pas membre des Nations Unies stricto sensu, puisque il faut qu'il n'y ait pas de veto des membres permanents du Conseil de sécurité, et les États-Unis exercent leur droit de veto. Mais à partir du moment où la France, qui est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, reconnaît l'État palestinien, la France ne mettra plus son droit de veto à la reconnaissance de la Palestine comme un État membre des Nations Unies. Pendant les années entre 1988 et 2023 qui se sont écoulées, je l'ai dit, il y a eu environ 139 États qui ont reconnu la Palestine, parmi lesquels les géants du monde. La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité. La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité. 2e pays le plus peuplé du monde. L'Inde, pays le plus peuplé du monde. Quasiment toute l'Afrique, à l'exception, il y a peut-être, je crois, le Cameroun et puis 1 ou 2 États en Afrique, mais la quasi-totalité des pays d'Afrique reconnaissent l'État palestinien. La quasi-totalité, sinon la totalité intégrale de toute l'Amérique latine, Amérique centrale, jusqu'à la Terre de Feu, reconnaît l'État palestinien. Tout le Moyen-Orient, sauf Israël, reconnaît l'État palestinien. Tout le sous-continent indien reconnaît l'État palestinien. Et tout l'Extrême-Orient, sauf évidemment... alors Taïwan n'est plus membre des Nations Unies, donc ils n'ont rien à reconnaître du tout. Mais le Japon et la Corée, qui font partie sous domination de l'OCDE et des États-Unis, ne reconnaissent pas l'État palestinien, mais sinon tout le reste. Voilà. En fait, les pays qui ne reconnaissent pas l'État palestinien, ce sont les pays de l'OCDE, c'est-à-dire sous suzeraineté américaine. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même... c'est très très important ce que je dis. Enfin, comme tout ce que je dis d'ailleurs. 76% des États du monde reconnaissent l'État palestinien aujourd'hui. Plus des 3/4. Et si on parle en termes de population, comme il y a les mastodontes que sont l'Indonésie, le Nigeria, le Brésil, la Russie, la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, etc.,
on ne doit pas être loin de 85 à 88% de l'humanité, de tous les êtres humains sur Terre, qui sont dans des pays qui reconnaissent l'État palestinien. C'est ça le rapport de force. Hein. Parce que je vois, là, j'ai vu sur Internet des gens qui disent c'est scandaleux que Macron reconnaisse l'État palestinien, c'est vraiment se plier devant Rima Hassan. C'est quoi, non, ça va pas. Ça va pas. Le Vatican reconnaît l'État palestinien. Bon. Le Vatican, Léon XIV n'est pas au genou de Rima Hassan. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc, alors ça, c'est le premier point. C'est que l'écrasante majorité des États du monde reconnaît l'État palestinien, conformément d'ailleurs au droit international positif qui milite pour la solution à 2 États. Et pourquoi la France ne reconnaissait-elle pas l'existence de l'État palestinien? Parce que tout simplement, il y a un lobby pro-israélien en France, comme dans tous les pays occidentaux, extrêmement agissant, pour expliquer que c'est jamais le moment. Donc c'était pas le moment en 88, c'était pas le moment en 1989, c'était pas le moment en 1990, ni en 91, ni en 92, ni en 93, 94, 95, 96, 2000, 2012, 2013, 2014. C'est jamais le moment, en fait. Ça n'est jamais le moment. Et donc il y a un moment à partir duquel il faut trancher le nœud gordien. Il y a un moment à partir duquel il faut que ce soit le moment. Alors je voudrais dire à cet égard que j'ai vu la droite et l'extrême droite française qui vraiment a perdu toute dignité en la matière. Que ce soit Mme Le Pen, M. Bardella, du haut de ses 28 ans et de son inexpérience totale en matière diplomatique, Mme Knafo, M. Zemmour, là c'est vraiment communautariste, la défense de l'État d'Israël, que ce soit Mme Maréchal, que ce soit M. Bellamy, que ce soit M. Vauquier, tout ça, ils ont repris en chœur, ils ont entonné en chœur la propagande, non pas d'Israël, mais de Netanyahou. Parce que c'est ça, je voudrais insister aussi sur le fait que les médias en France mettent dans la tête des Français que Israël égale Netanyahou et réciproquement. Non, ça n'est pas vrai. Si vous êtes sur mon compte Twitter, vous avez pu remarquer des déclarations très extraordinaires et qui sont d'ailleurs l'honneur de l'État d'Israël et des Israéliens. C'est qu'il y a une vraie opposition en Israël. D'ailleurs, Netanyahou, c'est vraiment l'extrême droite qui était détesté par une majorité d'Israéliens avant ces affaires du 7 octobre. Et j'ai eu l'occasion de... Vous avez peut-être vu cette déclaration de Eli Barnavi. Eli Barnavi, c'est un universitaire israélien d'origine roumaine. C'est un monsieur qui doit avoir 80 ans. Mais moi, j'avais connu dans les années 2000... J'étais allé à une conférence, j'ai eu l'occasion de l'entendre, de lui parler. C'est quelqu'un de très grande classe intellectuelle. Il a été ambassadeur d'Israël en France en 2000, 2001, 2002, au moment où je travaillais auprès de M. Pasqua. Bon, c'est quelqu'un de grande tenue intellectuelle, c'est quelqu'un qui voit loin, etc. Il a apporté son soutien à la reconnaissance de l'État palestinien par Macron. Dans le même moment, on a 2 ONG parmi les plus prestigieuses d'Israël. Des ONG de défense des droits de l'homme, notamment une qui s'appelle Betsim, qui a eu le Grand Prix du droit de l'homme de la République française en 2018. Ces 2 ONG israéliennes ont dit qu'il faut appeler un chat. Ces 2 ONG israéliennes, avec des juifs israéliens dans ces ONG qui vivent sur place, ont dit qu'il faut appeler un chat. Il faut appeler un génocide un génocide. C'est pas moi, Asselineau, qui le dit. Ce sont des forces en Israël. Il y a une opposition en Israël. C'est vraiment, vraiment fondamental à comprendre. Et il y a en Israël des gens qui voient bien que c'est une impasse terrible dans laquelle Netanyahou, flanqué des 2 ministres d'extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont des fous furieux. Ce qu'ils veulent d'ailleurs, M. Bezalel Smotrich a dit que finalement tout le Gaza doit appartenir à Israël. Et puis de toute façon, il a dit récemment, c'est le grand Eretz Israël, c'est-à-dire c'est toute la partie orientale de l'Égypte à l'est du Nil, c'est tout le nord de l'Arabie saoudite, c'est toute la partie occidentale de l'Irak jusqu'à l'Euphrate, c'est la Jordanie, c'est ça. Ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc, il faut, si on veut vraiment la paix, il faut trouver la solution. La solution, elle existe. Elle est reconnue par les 3/4 des pays du monde. C'est la solution à 2 États.
Et il est absolument lamentable de voir Mme Le Pen, Bardella, Zemmour, etc., Maréchal, Bellamy, enfin, ils entonnent le narratif de Netanyahou et de extrême droite israélienne. C'est absolument scandaleux. Je voudrais dire aussi quelque chose qui est très important. C'est qu'il y a des gens qui disent « oui, c'est une prime donnée au Hamas ». Alors les gens qui disent ça, c'est d'ailleurs ce que dit Bardella ou Madame Le Pen. Ils ne connaissent rien, mais est-ce que vous vous rendez compte? N'envoyez jamais ces gens-là à l'Élysée. Ils ne connaissent rien ni à l'histoire sur place, ni au rapport de force, ni à l'existence d'une forte opposition à Netanyahou, ni au droit international public, ni à l'histoire de France. On n'a pas beaucoup entendu d'ailleurs Madame Knafo, qui, paraît-il, s'occupe des chrétiens d'Orient, protester contre la destruction de la seule église catholique à Gaza par les troupes israéliennes. Il y a des gens donc qui reprennent le narratif de Netanyahou, c'est une prime donnée au Hamas, c'est scandaleux. Après, j'ai vu M. Raphaël Enthoven qui a sorti ça. Après le 7 octobre, plus rien n'est possible. Alors, attendez, excusez-moi. Ce qui s'est passé, d'abord sur le 7 octobre et sur le Hamas, c'est pas moi qui le dis, c'était José Borrell, le haut représentant pour la politique étrangère de la Commission européenne, qui l'a dit en 2024. Dans l'ancienne commission, il a dit que le Hamas a été créé et financé par Israël. Moi, j'aimerais quand même que M. Zemmour, Mme Knafo, Mme Le Pen, M. Bardella, M. Vauquier, M. Bellamy, Mme Maréchal, ils nous disent ce qu'ils en pensent de ça. On sait que c'est l'État israélien. En fait, c'est Netanyahou, dont j'ai rappelé qu'il a été pendant pratiquement un tiers du temps Premier ministre depuis 36 ans en Israël. C'est Netanyahou qui a financé le Hamas pour torpiller la solution à deux États. Et le Hamas est malheureusement majoritaire à Gaza, mais en Cisjordanie, vous savez que la Palestine est divisée en deux, la Cisjordanie qui est donc ce qu'on appelait, qui a été des territoires occupés, la Cisjordanie, elle est dirigée par le Fatah et actuellement le président de l'État palestinien, c'est Mahmoud Abbas. Or, le Hamas est l'ennemi juré de Mahmoud Abbas. Donc lorsque Macron il dit qu'il va reconnaître l'État palestinien, il a écrit à qui? Il a écrit à Mahmoud Abbas. Et moi j'applaudis Macron parce qu'il est là pour essayer de renforcer l'aile raisonnable, modérée, qui souhaite un compromis avec le Fatah, avec Mahmoud Abbas. Lors de la proclamation de l'État palestinien en 1988, il avait été précisé à cette occasion que le gouvernement palestinien reconnaissait les résolutions 242 de 1967, 338 de 1973. Ils reconnaissent le droit à l'existence de l'État d'Israël. C'est pas du tout la même chose que les fous furieux du Hamas qui, eux, veulent récupérer tout et nier l'existence même de l'État d'Israël. Donc lorsque Macron reconnaît l'État palestinien, il renforce la mainmise de l'aile modérée, de l'aile qui veut un compromis, qui veut la paix, qui veut en finir. Sinon, c'est parti pour des centaines d'années, cette histoire. Donc c'est important de comprendre ça. Et lorsque les gens disent donc c'est pas du tout reconnaître l'État palestinien, c'est pas donner une satisfaction au Hamas, puisqu'on reconnaît leur ennemi juré, c'est-à-dire Mahmoud Abbas. Alors certes, le Hamas s'est félicité de la décision de Macron, mais enfin le Hamas est payé et financé en partie par Israël. Il est là pour foutre la merde, excusez-moi, pour empêcher. C'est extrêmement pernicieux. D'ailleurs, je voudrais dire que les États qui ont reconnu l'État palestinien depuis l'affaire du 7 octobre, Macron n'est pas le premier. Il y a 9 États qui ont reconnu l'État palestinien depuis le 2 octobre 2020, depuis le 7 octobre 2023. Et ils ne l'ont pas reconnu dans les jours suivants. Ce qui montre l'imbécilité de l'analyse selon laquelle ce serait un cadeau fait au Hamas. Pas du tout. La communauté universelle a été horrifiée par ce qui s'est passé le 7 octobre.
Quoique, il y a aussi là aussi des éléments que l'on trouve dans la presse israélienne et pas dans la presse française, qu'on a trouvé aussi dans la presse égyptienne, selon lesquels Netanyahou aurait laissé faire l'affaire du 7 octobre. Il aurait été prévenu plusieurs heures auparavant. D'ailleurs, quand on voit comment est cadenassée la bande de Gaza, il y a beaucoup à dire sur cette affaire. Mais là aussi, c'est silence radio en France, ça n'a pas le droit d'antenne. Sur CNews, etc. Ça n'a pas le droit d'antenne. Donc, vous avez les petits toutous de Netanyahou, là, monsieur Vauquier, monsieur Bardella, monsieur Bellamy, madame Le Pen, etc., qui sont là et qui vont être plus netanyahouesques que Netanyahou. Mais il y a un vrai problème sur ce qui se cache derrière le 7 octobre. Mais enfin, c'est une tragédie humaine sans précédent pour les Juifs, puisque effectivement ils ont pu faire valoir à juste titre qu'il n'y avait jamais eu autant de Juifs tués d'un coup que depuis la Shoah que le 7 octobre. Mais remarquez bien que les États du monde entier ont tous désapprouvé le 7 octobre 2023. Enfin, je crois. Les reconnaissances de l'État palestinien sont arrivées à partir de 2024, c'est-à-dire un an après. Et donc, il y a 9 nouveaux États qui ont reconnu, non pas pour faire un cadeau au Hamas, mais parce qu'ils étaient horrifiés de voir ce quelle a été la réponse de Netanyahou. Parce qu'il y a quand même, on en est entre 65 et 80 000 morts. Vous avez donc des États, et non des moindres, qui ont reconnu l'État palestinien en 2024 et 2025, le Mexique, qui a achevé l'Amérique latine, dont je dis que tout le monde avait reconnu l'État palestinien. Vous avez des petits États des Caraïbes, Trinité et Tobago, la Barbade, j'en oublie peut-être un là, entre les deux. Vous avez l'Arménie, qui en termes de génocide s'y connaît. Vous avez la Slovénie. Vous avez la Norvège. Vous avez, je crois, il doit y avoir, j'en oublie peut-être parmi les plus importants, il a dû y avoir la Norvège, peut-être la Suède, je crois, non, l'Espagne, pardon, l'Espagne qui a reconnu. Or, ces États, je l'ai dit, c'est pas pour féliciter le Hamas, c'est parce qu'ils ont été horrifiés de ce qui se passait. Et il y a quelque chose, personnellement, que je trouve vraiment alors absolument incroyable. C'est des gens qui disent « Mais tant que les Palestiniens auront pas rendu les 49 otages, ça continuera. » Mais est-ce que les gens se rendent compte de ce que ça signifie? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des dizaines de milliers de femmes et d'enfants qui ont été tués. Un petit enfant de 3 ans, de 3 mois... On va quand même pas me faire croire que c'est normal qu'il meure parce que pour libérer 49 otages. Parce que ça, ce raisonnement, c'est un raisonnement épouvantable. Ça veut dire que, je suis désolé à dire, mais c'est la quintessence de la barbarie. Ça s'appelle la responsabilité collective. Mais ça, je l'ai déjà dit, je le répète, et j'attends que quelqu'un vienne débattre avec moi. C'est exactement le raisonnement des nazis. Lorsqu'il y a eu la nuit de cristal, je crois que c'était le 9 octobre 1938 en Allemagne, elle faisait suite au fait qu'il y avait un attaché d'ambassade allemand à Paris qui s'appelait von Rath qui avait été assassiné. Peut-être par un juif, je ne sais plus. En tout cas, il avait été assassiné à Paris. Et les nazis, Goebbels à la manœuvre, avec évidemment l'autorisation d'Hitler, ont fait ce qu'on a appelé le 9 octobre 1938 la nuit de cristal, Kristallnacht. Il y a eu plus de 100 morts juifs qui étaient totalement innocents. Vous avez eu des milliers de magasins juifs qui ont été détruits et des centaines de synagogues qui ont brûlé. Jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 jours, Goebbels se dise « ça y est, voilà, c'est une bonne réponse ». Parce qu'en fait, ils appliquaient ce principe de la responsabilité collective. De tuer des innocents au motif qu'ils appartenaient à la même ethnie, même peuple, même religion que celui qui avait assassiné von Rath. Mais je suis désolé... Mais quand je vois des milliers de bébés qui périssent sous les bombes à Gaza, je suis désolé, c'est le même raisonnement. Voilà. Les bébés qui par milliers, les bébés, les enfants, les femmes qui meurent sous les bombes de Tsahal, sous les tirs, etc., sont innocents
de l'existence de 49 otages. Voilà. Vous n'allez pas me faire dire le contraire. Et là, je m'adresse ici à toute personne sensée qui, d'ailleurs, parmi lesquelles les ONG israéliennes dont je parlais, parmi lesquelles une partie très significative de la population israélienne, hein. Heureusement. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Macron, dans toute cette histoire, il prend cette décision pour laquelle je milite depuis... Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Parce que j'ai noté que LFI... mais je crois qu'ils ont trouvé encore à redire sur Macron. Bon, moi, honnêtement, enfin, ça vient de moi, ce qui prouve que tout peut arriver. En politique, tout peut arriver, même parfois les choses les plus inattendues. J'adresse mes félicitations à Macron sur cette affaire, parce que je pense que c'est peut-être la première et la seule, et peut-être la seule et unique décision qu'il aura prise au cours de ces 2 mandats, on va voir la suite des événements, qui est réellement une décision de nature historique. Et je dirais même plus de nature gaullienne. De Gaulle aurait fait ça. Je me félicite de voir qu'au Parti socialiste, d'ailleurs, ils sont d'accord. J'ai vu la déclaration, par exemple, de Jérôme Guedj, qui est considéré comme à la droite du Parti socialiste, qui est juif lui-même, qui trouve tout à fait normal la reconnaissance de l'État palestinien. Donc il faut vraiment bien comprendre que dire que ce sera antisémite ou je sais pas quoi, ça c'est odieux aussi, cette histoire de chantage à l'antisémitisme. Non, pas du tout. C'est au contraire. Il faut bien voir qu'actuellement, la politique de Netanyahou est en train de dangereusement dynamiser l'antisémitisme dans le monde entier. C'est le pire ennemi d'Israël, c'est Netanyahou, en fait. C'est une décision de nature gaullienne qu'a prise Macron. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les suites sont assez extraordinaires. Vous avez vu que hier, on apprend que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a annoncé que, suite à la décision de la France, le Royaume-Uni envisage de reconnaître l'État palestinien, sauf, dit-il, si Israël arrête immédiatement ses opérations à Gaza. Ce qui prouve au passage ce que je voulais dire, c'est que les États qui ont reconnu l'État palestinien, c'est à partir de 2024, au vu de la réaction totalement inhumaine et disproportionnée de l'équipe Netanyahou. C'est pas un cadeau qu'ils ont fait à Hamas, c'est au contraire pour montrer leur réprobation de la conscience universelle face à un peuple qui est tiré comme un lapin, en fait. Donc tous ces États qui ont reconnu l'État palestinien, la France arrive là-dessus et elle a... Alors c'est ça qui est bien dans la décision de Macron. Elle a ce côté gaullien puisque d'un seul coup, Macron est en train de prouver que le logiciel France peut redémarrer. Villepin l'avait montré au moment de la guerre en Irak en 2003, lorsque Villepin avait fait ce fameux discours à l'Assemblée générale des Nations unies, où il avait dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive prouvées chez Saddam Hussein et qu'il fallait garder les chances de la paix. D'un seul coup, ça avait valu à la France une renommée mondiale. Eh bien là, je pense que... Alors moi, je suis le premier à être surpris, hein, mais franchement, je dis que là, Macron, eh bien, il est en train d'un seul coup, et Dieu sait s'il y a du boulot à faire, mais d'un seul coup, il est en train de redonner de la crédibilité à la France. Je pense d'ailleurs que la direction Proche et Moyen-Orient du Quai d'Orsay n'y est pas pour rien, parce que autant Jean-Noël Barrot c'est zéro, mais autant je sais qu'il y a des vrais professionnels au Quai d'Orsay, et notamment, alors je ne sais pas qui, mais je pense que là, parce que Macron fait ça pas tout seul, il y a eu un accord avec l'Arabie Saoudite, hein, qui dit d'ailleurs accord avec l'Arabie Saoudite peut donner à penser que peut-être, il faut pas exclure un double jeu de Trump. Trump a dit que Macron c'était n'importe quoi ce qu'il faisait, mais enfin, Macron y est allé. Starmer dit que le Royaume-Uni va reconnaître, sauf si Israël arrête immédiatement la guerre à Gaza. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on apprenait tout à l'heure que dans Israël 24 News, justement, que c'est en train de tourner à la bérésina diplomatique pour Israël et à un vrai succès, un vrai triomphe diplomatique pour la France et pour Macron, il faut le reconnaître. C'est qu'il y a une dizaine de nouveaux États occidentaux. Parmi la quarantaine qui continuent à ne pas reconnaître l'État palestinien, qui ont annoncé qu'ils envisagent de le faire. Et là, ce sont des poids lourds dans le monde occidental, l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
le Portugal, alors il y a des petits États, je crois qu'il y a Saint-Marin et puis il y a le Luxembourg. Il y en a, enfin je ne sais plus lesquels, il m'en manque encore à l'esprit, qui s'apprêtent à reconnaître à leur tour voilà, l'État palestinien. Moi, je pense qu'il faut s'en féliciter. Puisqu'une fois qu'il y aura un État palestinien, si l'autre jour où l'État palestinien sera reconnu et membre des Nations Unies, eh bien, ils seront appelés à avoir une vraie responsabilité aussi. Et je rappelle, je renvoie à ce que j'ai dit. Moi, je pense qu'il faut la solution à 2 États. Jérusalem-Ouest pour Israël. Il faut que la France reconnaisse tout de suite. Là aussi, je comprends pas, c'est des trucs hérités du passé. La France maintient artificiellement, de ce point de vue-là, j'ai donné raison à Trump, la France maintient artificiellement son ambassade à Tel Aviv. Bon, là, moi, je suis favorable à ce que l'ambassade de France en Israël soit transférée à Jérusalem-Ouest. Et ça pourrait se faire fort opportunément, du point de vue symbolique, le jour même où on ouvrirait à Jérusalem-Est l'ambassade auprès de l'autorité palestinienne, de l'État palestinien qu'on vient de reconnaître. Voilà, ça aurait de la gueule. Ça aurait vraiment une avancée en faveur de la paix. Je pense qu'il faut qu'il y ait entre les 2 États une zone tampon de plusieurs centaines de mètres qui serait supervisée par des casques bleus de l'ONU. Enfin, je vous renvoie à mes propositions. Et puis, il faudrait trouver ensuite des moyens de coopération avec les différents États, de coopération économique. Voilà, j'arrête ici parce que j'étais très long, mais c'est un sujet qui est absolument fondamental. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a vraiment un problème en France, c'est le problème de la nuance. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien, aussitôt, ça y est, on vous dit vous êtes pour le Hamas, vous êtes non, ça va pas. On peut pas avoir ça. On peut pas avoir un truc pareil. Voilà. De la même façon que si vous critiquez l'État Israël, voilà, ça y est, vous êtes antisémite. Et non, on peut pas avoir des choses comme ça. C'est comme sur Trump. Trump, il y a des choses qu'il fait qui sont bien, d'autres qui sont mauvaises. Moi, sur l'affaire de ces accords commerciaux, moi, j'en veux pas à Trump. Il défend ce pourquoi il a été élu. Il a dit qu'il allait défendre... On peut pas reprocher à un président élu de défendre le peuple qui l'a élu pour qu'il le défende. En revanche, moi, je n'ai même pas envie d'attaquer Mme von der Leyen. Elle finira dans les poubelles de l'histoire. Là, le vrai problème, le vrai rendez-vous que la France est là, et c'est avec elle-même, c'est que maintenant, il faut que les Français, dans leur grande majorité, comprennent que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas du tout un extrémisme. C'est le contraire. L'extrémisme, c'est de rester dans l'Union européenne jusqu'à ce que la France en crève. C'est ça l'extrémisme. Et l'extrémisme, c'est aussi de maintenir au pouvoir des gens qui sont à l'origine du problème. C'est un syndicaliste américain dont le nom m'échappe, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui avait eu cette phrase qui a été détournée, dont on a attribué la paternité à Einstein, mais c'est pas Einstein, mais c'est ce syndicaliste américain qui a dit que on ne peut pas confier la responsabilité d'un problème à celui qui l'a créé. Ça veut donc dire que ce qu'il faut, il y a une vraie révolution, mais au sens vraiment étymologique du terme, de revenir au point de départ, c'est-à-dire là où la France était forte, c'est-à-dire la France de Gaulle. Il y a toute une scène politique qu'il va falloir complètement dégager. Quand je vois M. Bellamy, par exemple, qui nous explique qu'après le désastre de la négociation qui n'a pas eu lieu, en fait, de Mme von der Leyen avec Trump, qui explique que ce qu'il faut maintenant, c'est de diminuer drastiquement les charges sociales en France, etc. Mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit ? Est-ce qu'il se rend compte que la France, elle est aux abois financièrement ? Est-ce qu'il se rend compte qu'on ne peut plus augmenter encore la dette ? Il est le premier à le dire par ailleurs. Est-ce qu'il se rend compte d'ailleurs que ça voudrait dire qu'il faudrait couper drastiquement dans les prestations sociales, ce que l'on peut peut-être envisager, mais ceux qui pourront peut-être couper dans les prestations sociales, ceux qui pourront couper dans les dépenses de l'État, c'est certainement pas ceux qui sont responsables de la situation actuelle. Parce que le peuple français, il n'a pas voté le budget. On nous a imposé depuis des années le budget à coût de 49,3. Le peuple français, il a voté non à la Constitution européenne en 2005. On lui a imposé quand même. Le peuple français n'a jamais été consulté sur les milliards d'euros qu'on verse à l'Ukraine.
Le peuple français n'a pas été consulté non plus sur la politique de la Commission européenne, sur l'invasion migratoire décidée de 4 millions de migrants par an chaque année de plus par la Commission européenne, etc., etc., etc. Donc ça n'est certainement pas aux républicains, à des gens aux socialistes ou à Horizon de régler le problème. Pas plus d'ailleurs qu'à ceux qui sont là et qui se sont coulés dans le moule. Je rappelle quand même que le Rassemblement national, que Reconquête, que LFI refusent de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ils sont disqualifiés pour les temps qui viennent.